On reprend Astrobioéducation avec un chapitre sur la recherche de la vie dans le système solaire. Et on va faire un react d'une intervention très spéciale dédiée au monde glacé, aux océans, les mondes océans qui sont en fait des lunes, comme vous allez le voir, de la planète Jupiter. On va voir en détail, j'imagine, les différents types de lunes qui existent, leurs spécificités et en quoi surtout elles sont intéressantes d'un point de vue exobiologique, c'est-à-dire d'un point de vue recherche de formes de vie qui pourraient exister ailleurs que sur Terre. Les lunes glacées, monde océan, c'est parti. Je vais vous parler des mondes océans, c'est-à-dire les lunes de Jupiter et Saturne, sur lesquelles on a découvert ces dernières années des océans cachés. Si vous scrutez le ciel pendant une belle nuit d'été, vous n'aurez aucune difficulté à observer Jupiter, qui est un phare très brillant dans le ciel. Oui. Et si vous utilisez juste une petite paire de jumelles, vous vous rendrez compte que vous distinguerez de chaque côté de Jupiter des petits points qui sont plus ou moins alignés et qui vont varier au cours du temps. C'est exactement ce qu'a pu faire Galilée en 1610 quand il a pointé pour la première fois sa lunette astronomique en direction de Jupiter. Il a distingué 4 petits points qui, entre le 7 janvier 1610 et le 13 janvier 1910, ont bougé plusieurs fois. Il en a déduit que ça devait être des lunes de Jupiter. Par la suite, on les a dénommées les lunes galiléennes en hommage à Galilée, qui à l'époque ne leur avait pas attribué de nom, qui ont été attribuées plus tard par Simon Marsus, qui les a dénommées suivant la distance à Jupiter, Io pour la lune la plus proche, Europe, Ganymède et Callisto, qui étaient des noms empruntés à la mythologie grecque et qui correspondaient aux maîtresses, aux amants du dieu. Le fun fact autour de ça, c'est que, si ce n'est la quasi-totalité, mais en tout cas une bonne partie des lunes de Jupiter sont nommées après des personnes, des personnalités, des personnages, je devrais dire, qui ont partagé la couche de Jupiter. Comme vous devez sans doute le savoir, il adorait courir les jupons, pas que ceux des femmes, mais aussi des hommes et même des animaux. Donc c'est formidable avec la mythologie grecque. On partage quoi. Voilou. Donc aujourd'hui, il y a quand même à peu près une centaine de lunes qui sont connues de Jupiter. Et une bonne partie d'entre elles, en fait, correspondent à des personnages avec qui Jupiter a une relation charnelle, quoi, d'une manière ou d'une autre dans la mythologie. Voilà comment ça... Je pense que ça a été un des critères, même si ce n'est le critère principal pour pouvoir nommer toutes ces lunes, quoi. 35 ans plus tard, Christian Huygens, un astronome hollandais, découvre une autre lune, cette fois-ci autour de Saturne. Cette lune est la plus grosse lune de Saturne, elle s'appelle Titan. Par la suite, on a découvert des dizaines d'autres corps autour de ces planètes géantes, autour de Jupiter, de Saturne, mais également autour d'Uranus et Neptune. Pendant plus de 3 siècles, ces corps sont restés des simples points lumineux dans le ciel qui ont juste intrigué quelques astronomes et mathématiciens, notamment Laplace, qui a mis en évidence ce que l'on appelle la résonance de Laplace, qui est une configuration orbitale particulière des lunes galiléennes de Jupiter. En raison de leur très grande distance par rapport au Soleil, à savoir que Jupiter se trouve 5 fois plus loin du Soleil que la Terre par rapport au Soleil, et Saturne 10 fois plus loin. Donc en raison de cette très grande distance, la température d'équilibre à la surface de ces objets est très très basse. Dans le cas de Jupiter, on a des températures qui vont avoisiner entre moins 150 degrés Celsius et moins 180 degrés Celsius. Et sur les lunes de Saturne, on s'attend à des températures entre moins 180 degrés Celsius et moins 210 degrés Celsius. Dans ces conditions, il paraît complètement impossible d'avoir de l'eau à l'état liquide dans ces objets. Et pourtant, à partir de la fin des années 60, début des années 70, Je rajoute une couche pour ceux qui se diraient « Et alors, qu'est-ce que ça fait qu'il n'y a pas d'eau à l'état liquide ?» Non, on s'en fout, en fait, là, on est là pour parler de la vie. Oui, mais en fait, comme on l'a vu dans des épisodes précédents, l'eau à l'état liquide est un critère important pour justifier justement de la fameuse habitabilité. C'est un terme un peu technique, mais juste pour dire que ça doit être un monde dans lequel un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que la vie puisse y apparaître éventuellement et s'y développer. Et parmi les conditions qui rendent un monde habitable, il y en a une qui fait assez l'unanimité dans la commu scientifique, c'est la présence d'eau, mais pas n'importe quelle forme, la présence d'eau liquide. Voilà. Donc, parce qu'en fait, l'eau, techniquement, il y en a de partout dans le système solaire et même dans l'univers. Sauf que la difficulté, c'est de l'avoir sous forme liquide. En général, quand on est trop proche du Soleil, on va l'avoir sous forme de gaz. Quand on est trop loin, enfin trop proche du Soleil, donc il fait chaud, donc là, l'eau va être sous forme de gaz. Quand on est trop loin, il va faire trop froid, l'eau va être sous forme de glace. Et bon, il faut le juste milieu, il faut la juste distance par rapport au Soleil. Donc il s'avère que sur Terre, ça marche bien. Mais
la température n'est pas le seul critère, comme vous allez le voir. Il y a aussi des notions de pression qu'il faut aussi appréhender pour pouvoir garantir l'existence de liquide. Il faut une certaine atmosphère. Et là, on va le voir également que cette histoire de zone habitable est peut-être pas tout à fait la plus pertinente pour finalement caractériser des mondes qui sont qui ont un potentiel habitable parce que vous allez voir que dans les mondes glacés, il y a certaines particularités. Quelques planétologues ont commencé à développer des modèles d'intérieur de ces lunes glacées et ont suggéré la possibilité que l'eau pouvait se trouver à l'état liquide quelques dizaines de kilomètres sous la surface glacée. Donc, ces premiers soupçons de la présence d'eau liquide basés sur des modèles théoriques et des observations télescopiques depuis la Terre ont été confirmés quelques années plus tard par les premiers survols effectués par la sonde Voyager, qui a utilisé une configuration particulière, un alignement particulier de différentes planètes du système extérieur pour pouvoir réaliser successivement des survols de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et puis par la suite de Neptune. Les premiers... Bon là, il parle de l'historique de comment on a pu caractériser ces fameux corps, ces fameuses lunes glacées, donc c'est un peu technique. Il a expliqué que d'abord c'était des modèles donc théoriques qui ont pu dresser un portrait de l'intérieur de ces lunes basé sur les observations qu'on faisait à distance, mais ça a été confirmé une fois qu'on a envoyé des sondes à proximité faire de plus amples mesures. Et donc c'est ces fameuses sondes Voyager 1 et Voyager 2 dont la mission en fait était de balayer une bonne partie des astres du système solaire externe, donc ça concerne Jupiter, Saturne, mais même Uranus et Neptune. Les premières images de la surface d'Europe acquises par les sondes Voyager révèlent une surface très intrigante, avec des grandes structures linéaires intriquées les unes dans les autres, qui suggèrent des fortes déformations de cette croûte de glace, qui potentiellement indiquent la présence d'une surface fortement déformable sous cette croûte de glace qui pourrait attribuer un océan d'eau liquide. Ces premières découvertes de Voyager vont motiver l'envoi d'une mission dédiée à l'étude du système de Jupiter. Quelques mois après ces survols, la NASA décide de concevoir une mission qu'elle va nommer Galileo en hommage à Galilée qui avait découvert les lunes de Jupiter. Et malgré quelques problèmes techniques qui empêchaient l'acquisition d'une grande partie des données, cette mission a quand même été un succès et a permis d'apporter des images à haute résolution de la surface d'Europe qui nous a permis de révéler que, outre ces grandes structures tectoniques qu'on avait observées avec les données Voyager, on a également découvert des structures un peu plus intrigantes que l'on appelle des terrains chaotiques qui suggéraient la présence d'eau liquide à faible profondeur, potentiellement jusqu'à la surface, il y a simplement quelques, peut-être dizaines ou milliers d'années dans le... Donc l'analyse des spectres infrarouges, dont vous pouvez voir un exemple sur cette image à gauche, a permis d'identifier la composition des matériaux se trouvant à la surface d'Europe, et notamment de réaliser que les grandes zones sombres qu'on observe généralement le long des grandes structures tectoniques ou bien au niveau des terrains chaotiques, sont généralement attribués à de la présence de sels, de différents types de sels, notamment des sulfates de magnésium et du sulfate de sodium. L'identification... Donc là, il a parlé de spectroscopie infrarouge, donc c'est un peu un gros mot encore une fois. L'idée, c'est avec une sonde, vous regardez la lumière infrarouge qui est réfléchie par le corps. Là, en fait, il regarde Europe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Europe, comme n'importe quel autre corps du système solaire, est éclairé par le Soleil. Et oui, c'est ouf ça. Mais le Soleil va nous servir un petit peu de source de lumière qui va éclairer le corps et le corps va nous renvoyer des infrarouges. Et en fait, en exploitant justement la lumière infrarouge qui nous revient de la surface du corps, on peut en déduire, on peut en avoir des informations sur la composition chimique de la surface. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une carte, littéralement, de la surface et de regarder la variation de la composition en fonction de l'endroit où on regarde. Est-ce qu'on regarde au niveau de la fracture? Est-ce qu'on regarde à côté? L'idée, c'est de regarder un peu partout et de voir qu'est-ce qui va changer entre les endroits où il y a la fracture et les endroits où il n'y a pas la fracture, où c'est des plaines, quoi, entre guillemets. Même si on parle pas de plaines, mais bon, vous avez l'idée, quoi. L'idée, c'est du coup de faire plutôt une carte de la surface. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, à partir justement des infrarouges qu'ils arrivent à récolter de la surface, ils ont pu en déduire, au niveau des fractures, justement, la présence de sel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il y a probablement de l'eau qui a été transportée des profondeurs vers la surface. Et je veux dire, en arrivant au niveau de la surface, l'eau a fini par
distribuer son sel et donc concentrer les endroits où il y a de la fracture en sel, quoi. Tout simplement ça. T'es sûr que c'est pas des autoroutes de martiens? Bah, ça peut pas être des autoroutes de martiens parce qu'on n'est pas sur Mars, l'Angibus. Donc ça peut être des autoroutes d'Européens, si tu veux, ou d'Européens, si on le dit. Mais d'Européens, ça serait chez nous, quoi. Donc voilà, on sait pas. Sulfate de magnésium et du sulfate de sodium. Donc sulfate de sodium, sulfate de magnésium, c'est juste des noms de sels qui existent. Un peu comme le chlorure de sodium, qui est le fameux sel de table que vous consommez tous les jours dans votre salière là, préférée. Sulfate de magnésium, sulfate de sodium, c'est aussi des noms d'espèces chimiques qui font partie des sels, quoi. Alors je me demande si le sulfate de magnésium et le sulfate de sodium, c'est pas des sels qui pourraient être comestibles aussi. Aucune idée pour le coup de la toxicité de ce truc-là. Mais bon, anyway. L'identification de ces sels le long de ces différentes structures suggère qu'il y a potentiellement un échange avec un océan salé qui serait sous cette croûte de glace. Néanmoins, ça ne prouve pas que cet océan est présent à l'heure actuelle. La confirmation qu'il existe bien un océan d'eau salée à l'heure actuelle sur Europe est apportée par une mesure de champ magnétique lors des survols. La mesure du champ magnétique a mis en évidence une déflexion du champ magnétique de Jupiter au voisinage d'Europe, qui ne peut s'expliquer que par la présence d'une couche conductrice en profondeur, à quelques dizaines de kilomètres sous la surface. Là aussi, c'est un corps technique, mais c'est intéressant de voir comment on complète des observations infrarouges par une autre technique. C'est-à-dire que l'observation infrarouge, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a du sel en surface au niveau des fissures, donc c'est un bon indice qu'il y a probablement de l'eau salée qui remonte. Mais ça nous prouve pas directement qu'il y a eu vraiment de l'eau liquide, tu vois. Il faut le montrer par une autre mesure, et donc là, ce qu'ils ont exploité, c'est plutôt la déformation du champ magnétique. Et c'est pas n'importe quel champ magnétique qui est déformé, c'est les déflexions du champ magnétique de Jupiter au voisinage d'Europe. Donc en gros, c'est le champ magnétique de Jupiter qui se voit un peu altéré lorsque Europe, plutôt le champ magnétique de Jupiter autour d'Europe qui est quelque peu modifié, et cette modification en fait ne peut être que due à la présence justement ce qu'il expliquait, c'est la présence d'une substance conductrice, et dans ce cas-là en fait ça va être l'eau liquide. Sans avoir besoin de se concentrer très précisément sur qu'est-ce qu'on exploite dans le champ magnétique, dans sa déformation, pour comprendre qu'il y a un matériau qui est conducteur et que donc il y a de l'eau. Sans aller à ce point-là dans le détail, il faut juste comprendre la stratégie, qui est en fait, on a de base un champ magnétique qui est celui de Jupiter, sauf que s'il y a d'autres corps qui sont autour de Jupiter, ces autres corps vont aussi avoir éventuellement un champ magnétique, ou du moins vont avoir des matériaux qui vont avoir certaines propriétés électromagnétiques qui eux-mêmes vont pouvoir déformer le champ magnétique de Jupiter. Or, cette déformation, elle dépend de la composition chimique du corps. Et là, d'après les déformations qu'ils observent, les déformations du champ magnétique de Jupiter dans le voisinage, donc dans l'environnement de Europe, ils voient ils remarquent, les scientifiques remarquent que cette déformation peut être attribuée à, en tout cas, la présence d'eau sous la surface, et ils peuvent même évaluer, il me semble, à combien de kilomètres pourrait être justement cet océan d'eau liquide. Donc c'est une manière de compléter les analyses qui ont été faites par infrarouge. Et si on essaie de déterminer la conductivité électrique qu'il faudrait pour expliquer cette déflexion du champ magnétique, il faut un matériau qui a une conductivité qui va être comparable à la conductivité électrique de l'eau salée. Donc ça, c'est la preuve qu'il existe bien à l'intérieur d'Europe, à l'heure actuelle, un océan qui pourrait avoir une composition assez proche de l'océan terrestre. La mission Galileo s'est terminée en 2003, mais pour autant, les découvertes sur Europe ne se sont pas arrêtées là. 10 ans après la fin de la mission Galileo, on a commencé à observer, avec le télescope Hubble, des éruptions sporadiques de vapeur d'eau au niveau de l'hémisphère sud d'Europe, qui ont été ensuite confirmées par la réanalyse des données Galileo qui avaient été acquises lors des survols proches. Encore une fois, en utilisant le magnétomètre et en analysant très finement le signal du magnétomètre, on a pu réaliser que lors d'un survol de Galileo, cette sonde Galileo était probablement passée à l'intérieur d'un nuage de vapeur d'eau. C'est ouf. Donc ceci témoigne que même à l'heure actuelle, on pourrait avoir des échanges actifs entre cet océan et la surface d'Europe. Donc là, non content d'avoir observé la présence de sel et les déformations du champ magnétique pour justifier la présence d'eau, là on a carrément la sonde
Galileo, donc la sonde de l'époque, hein, comme il l'a dit, c'est terminé maintenant, qui est cette sonde qui est passée sans a priori le faire exprès, est passée carrément à travers une des fameuses projections, une des fameux geysers de cryovolcanisme d'eau qui a été évacuée. Sachant que ces geysers, ils font des distances assez affolantes. Je me souviens plus de quel ordre, c'est pas de l'ordre de plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres, je sais plus exactement, mais ça projette à très très haut dans l'atmosphère. Donc ça a définitivement, ça a rajouté, on va dire, un argument supplémentaire dans le fait que il y a de l'eau qui est sous la surface qui remonte, et en remontant crée ce cryovolcanisme, et donc il y a littéralement une dynamique très intéressante à étudier à l'intérieur du corps, puisqu'on a de la matière en mouvement qui est capable de remonter et de percer la couche de glace. Donc ça veut dire qu'il y a des forces en présence, quoi. C'est ça. Et c'est intéressant d'avoir aussi un corps qui soit vivant, entre guillemets, attention. Je ne dis pas qu'il est vivant au sens de... C'est un organisme vivant, bien sûr. Mais que le corps soit doué d'une certaine géologie très particulière à lui aussi, c'est intéressant. Différents modèles de l'intérieur d'Europe ont pu essayer d'évaluer la possibilité d'avoir de l'activité volcanique. Un modèle relativement récent montre notamment qu'on pourrait avoir une production magmatique à l'heure actuelle sur le plancher océanique d'Europe qui pourrait être à l'origine d'une activité hydrothermale. Ceci reste pour le moment juste des prédictions et ça demande à être confirmé par des futures mesures. Donc ça aussi, c'est... Donc en fait là, voilà, là vous avez l'infographie qui est un peu la plus moderne qu'on peut trouver. Celle-là, je l'ai déjà eue d'ailleurs. Celle-ci là qui est en petit, mais qui est en fait la plus... Attends, je vais le mettre là comme ça. Qui est... qu'on retrouve dans pas mal de présentations de manière générale, qui est peut-être le modèle le plus... le plus consensuel, le plus aussi spéculatif quelque part, sur certains aspects en tout cas. Donc c'est l'idée que vous avez, pour le répéter encore une fois, une couche de glace en surface, un océan d'eau liquide sous la surface, et en bas le plancher océanique. Et ce plancher océanique aurait une dynamique relativement similaire à celle de la Terre, avec des remontées de matériaux issus du manteau d'Europe qui remonterait à la surface et qui créerait ce genre de source, de cheminée hydrothermale. C'est le même genre de cheminée aussi qu'on a dans le plancher de nos océans. Et donc ces cheminées-là pourraient participer à chauffer l'eau et donc à créer après au sein de l'eau des mouvements, des déplacements de masse d'eau, et donc participer en tout cas à la création de ces fameux geysers en surface, quoi. Voilà un petit peu le modèle actuel qui est pour lequel il faut encore des preuves, bien sûr, mais sur lequel s'apesantissent, on va dire, la commu scientifique. Océanique d'Europe qui pourrait être à l'origine d'une activité hydrothermale. Ceci reste pour le moment juste des prédictions et ça demande à être confirmé par des futures mesures. Différentes découvertes ont motivé l'envoi d'une nouvelle mission par la NASA qui s'appelle Europa Clipper, dont l'objectif va être... J'aime Pollux qui a complètement pré-shot dans le chat, félicitations à toi. Donc la fameuse mission Europa Clipper, donc là on a une image de la sonde. De caractériser de manière plus précise la composition de l'océan, les échanges potentiels entre l'océan et la surface, en essayant de déterminer les zones les plus actives à l'heure actuelle, dans lesquelles on pourrait envoyer dans un futur proche une sonde d'atterrissage qui fera des analyses très précises et qui recherchera notamment des biosignatures à la surface d'Europe. Ça serait une dinguerie, ça. Ça, là, on est vraiment dans un objectif exobiologique, essayer de sonder l'extrême surface pour y déceler des traces de matière organique qui pourraient s'apparenter à de la vie. Ce serait vraiment le Graal pour le coup. Donc la mission est organisée de sorte à avoir un lander, justement, avoir un atterrisseur qui puisse se poser dessus. Hein. C'est ça qu'il a dit, hein. Attends, je ne me trompe pas. Les zones les plus actives à l'heure actuelle, dans lesquelles on pourrait envoyer dans un futur proche une sonde d'atterrissage qui fera des analyses très précises et qui recherchera notamment des biosignatures à la surface d'Europe. Une autre grande surprise de la mission Galileo, c'était de révéler non seulement qu'il y avait un océan sur Europe, ce qu'on attendait, qu'on espérait quand on a envoyé la mission de Galileo, mais c'était aussi de révéler que les deux autres lunes principales de Jupiter, à savoir Ganymède et Callisto, avaient également un océan en profondeur, entre 50 et 100 km sous la surface. Une particularité de ces lunes, c'est qu'en raison de leur plus grande taille,
Cet océan a des configurations très différentes de l'océan d'Europe. Sur Europe, on a un océan qui est directement en contact avec le noyau rocheux, alors que dans le cas de Ganymède et Callisto, en raison des plus grandes pressions, on forme une couche de glace que l'on appelle glace haute pression à la base de cet océan. L'exploration de Ganymède et Callisto peut également nous apporter des nouveaux éléments pour essayer de comprendre comment la composition de leur océan peut évoluer dans le cas où on a une interaction avec une couche de glace haute pression. Afin d'étudier... Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres lunes glacées sont légèrement différentes de celles d'Europe parce qu'elles ont en plus une couche de glace en dessous. En fait, vous avez un sandwich. Vous avez un sandwich parce que vous avez en surface une couche de glace. Ensuite, vous avez sous la surface de ces couches de glace de l'eau liquide, un océan d'eau liquide d'épaisseur de plusieurs dizaines de kilomètres, un truc comme ça. Et en dessous de cet océan d'eau liquide, vous avez une couche de glace. Donc ça fait sandwich de couche de glace qui enferme un océan d'eau liquide. Et après, en dessous de cette deuxième couche de glace, vous avez enfin la partie rocheuse du corps, le manteau, quoi. Et après, vous avez le noyau au fond, quoi. Donc vous avez beaucoup d'eau, voilà. Beaucoup d'eau, a priori beaucoup sur 20, quoi. L'exploration de Ganymède et Callisto peut également nous apporter des nouveaux éléments pour essayer de comprendre comment la composition de leur océan peut évoluer dans le cas où on a une interaction avec une couche de glace haute pression. Afin d'étudier Ganymède et Callisto, une autre mission spatiale va être également envoyée, cette fois-ci par l'Agence spatiale européenne. C'est nous, c'est vous. Cette mission s'appelle JUICE. C'est votre argent, ça, le chat. C'est l'argent du contribuable, c'est vous, c'est l'Agence spatiale européenne, c'est vos impôts. Vous payez. Vous êtes des petits bouts de la mission de JUICE, là. Grâce à vous, là. Vous, là, qui donnez, là, qui payez des impôts. Vous payez des impôts? Vous payez des impôts en France? En Europe? Vous payez des impôts en Europe, là? Vous, là, vous faites quoi, là? Vous faites quoi, là, hein? Est-ce que vous payez un peu? Vous payez? Ça paye ou ça paye pas dans le chat? Ça paye des subs sur la chaîne? Non, ça paye pas trop de subs, là. Pas beaucoup de subs, hein. À part Fraude qui a régalé tout à l'heure, pas beaucoup de gens, là, qui donnent, hein. Non, oui, non. Bref, blague à part, les missions européennes, l'Agence spatiale européenne est financée entre autres par le contribuable, donc par vous, nous. Donc c'est grâce à notre argent qu'on va peut-être avoir une exploration très riche du système solaire externe, des lunes glacées, et qu'on peut-être grâce à ça, on va être les premiers, les Européens, on va peut-être être les premiers à découvrir une forme de vie extérieure à la Terre, vous imaginez? Incroyable. Jupiter Icy Moon Explorer, et qui a pour objectif d'étudier le système de Jupiter dans son ensemble, avec un focus particulier sur la lune Ganymède en fin de mission. Dans une première phase, JUICE va se mettre en orbite autour de Jupiter et effectuera des survols réguliers de Ganymède, de Callisto, ainsi que 2 survols d'Europe. Et en fin de mission, après 3 ans autour de Jupiter, JUICE se mettra en orbite autour de Ganymède et effectuera une acquisition de données en orbite pendant 6 mois, ce qui nous permettra de faire une étude très détaillée à la fois de la géologie de la surface de Ganymède, mais également nous apportera des informations très précises sur l'intérieur de Ganymède, et notamment nous permettra de caractériser la profondeur de cet océan et la structure de cette hydrosphère, à savoir la couche de glace haute pression, l'océan d'eau liquide et la couche de glace extérieure. Bon bref, merci beaucoup Jempolux, énorme big up à toi. Il parlait en détail du programme de la mission de JUICE, ce qu'elle allait faire, enfin de la sonde en particulier. Elle allait faire quelques survols de Jupiter au début, puis après s'intéresser à certaines des lunes glacées. Elle va en particulier s'intéresser à Ganymède en fin de mission, j'ai l'impression, et pour approfondir la structure de Ganymède, comme on l'a vu, qui est assez particulière avec ce sandwich de couches de glace. Donc voilà, à voir, hâte que ça se déroule, mais c'est encore dans quelques années, hein. Déjà, opération autour de Jupiter, c'est entre 2031 et 2034. Ouais, faut attendre, hein. C'est-à-dire qu'elle va arriver à Jupiter en 2031, et c'est dans 7 ans. Voilà, on a le time, hein. D'ici là, je sais pas si j'aurai encore une chaîne Twitch pour suivre l'événement, mais bon, c'est pas grave. Mise en orbite de Ganymède qu'en 2034. Donc ça, c'est plutôt la fin de la mission. 2034 dans 10 ans. Vous imaginez dans 10 ans? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Vous serez quoi, vous, dans 10 ans, vous savez ou pas? Revenons maintenant sur le système de Saturne et repartons 40 ans en arrière, lors du survol
de Voyager du système de Saturne. La sonde Voyager nous révèle des mondes assez intrigants, notamment Titan, avec son atmosphère dense, qui est composée majoritairement de méthane et d'azote. Et en raison de cette atmosphère, il était impossible de faire des images de sa surface. Une autre grande surprise de la mission Voyager fut la lune Encelade, qui est pourtant une lune très petite, 10 fois plus petite que Titan. Et malgré sa petite taille, on a pu observer différentes zones à la surface qui suggéraient des processus tectoniques assez proches de ce qu'on avait pu observer sur Europe un an plus tôt. Une autre particularité d'Encelade est le fait que sa surface est extrêmement réfléchissante, et c'est même l'objet le plus réfléchissant du système solaire. De la même manière, Encelade, je savais pas. Donc là, il est en train de parler d'un autre système. On est passé de Jupiter à Saturne en zoom zoom, personne n'a rien vu. Ça allait vite, hein. Refaites pas ça chez vous, il n'y a que les professionnels qui maîtrisent. On était dans le système jovien avec les lunes glacées de Jupiter. Là, on va côté Saturne. Avec deux lunes qui sont à l'honneur, en particulier Titan et Encelade. Titan qui, comme il le disait, a pendant un temps pas été trop caractérisée parce qu'elle avait une atmosphère très opaque qui nous empêchait de voir la surface. Il va venir dans quelques instants sur comment on a fait pour en savoir un peu plus. Et ensuite Encelade qui a été un peu découverte sur le tas, qui est un corps très réfléchissant. Pour le coup, je savais pas, il avait l'air de dire que c'est le corps le plus réfléchissant du système solaire. Je crois que c'était Europe, moi, mais bon. En tout cas, Encelade est assez proche d'Europe dans sa structure de surface, j'ai l'impression. Couche de glace en surface, c'est ça. Ayant la surface la plus réfléchissante du système solaire, ok. Processus tectonique assez proche de ce qu'on avait pu observer sur Europe. Oui, c'est ça, processus tectonique proche d'Europe, ok. Un an plus tôt. Une autre particularité d'Encelade est le fait que sa surface... Salut sorcière, merci d'être passé. Des bisous, prenez soin de vous et ceux que vous aimez, cœur sur vous, bien sûr. Cœur sur vous, reposez-vous bien, passez une très très bonne nuit, et puis revenez en forme. C'est important de garder la forme. Est extrêmement réfléchissante, et c'est même l'objet le plus réfléchissant du système solaire. Je pensais que c'était Europe, honnêtement. Je savais pas que c'était Encelade. Europe doit pas être très très loin, honnêtement, dans les objets les plus réfléchissants. Mais bon. De la même manière que juste après les survols de Jupiter par la sonde Voyager, la NASA avait construit la sonde Galileo. De la même manière, la NASA, en se rapprochant de l'ESA, a décidé d'envoyer une mission d'exploration dédiée au système de Saturne, qui est une coopération entre la sonde américaine Cassini et un module européen Huygens, et qui a donné le nom de cette mission qui était Cassini-Huygens. Donc une énorme, là vraiment, genre une des missions les plus bangers qui ait jamais existé, je pense. Un succès colossal cette mission, avec d'autres bien sûr, mais celle-ci elle a permis de faire des images tellement formidables, il va en parler là. Cette mission avait pour objectif d'aller explorer à la fois la surface de Titan et d'explorer l'ensemble du système de Saturne. Donc en 14 janvier 2005, la sonde, le module Huygens s'est posé à la surface de Titan et a apporté les toutes premières images de cette surface qui était invisible en raison de son atmosphère. Et par la suite, la sonde Cassini a continué son périple autour de Saturne, a effectué plus de 200 orbites autour de Saturne. Et parmi ces 200 orbites, pendant 22 fois, elle est passée au voisinage d'Encelade et nous a apporté des toutes premières images et des données relativement surprenantes sur cette petite lune Encelade. Une des grandes découvertes de la mission Cassini-Huygens au niveau de Titan était la mise en évidence d'un océan d'eau salée en profondeur. Cette fois-ci, la présence d'un océan n'a pas été apportée à partir de mesures de champ magnétique comme ça avait été réalisé dans le cas du système de Jupiter. Mais cette fois-ci, on a utilisé une autre technique qui consiste à mesurer précisément le champ de gravité de Titan lors des différents survols par la sonde Cassini. Et ok, je fais pause parce que c'est un peu technique, je reprends un peu ce qu'il a dit. À chaque fois, je paraphrase, hein, c'est pour rattraper les gens qui ont vraiment du mal à suivre et qui n'ont pas l'habitude. Donc là, il rentre un peu plus dans le détail de la caractérisation des corps que sont Titan et Encelade. Donc Titan, il en a parlé un peu très rapidement, je ne sais pas s'il va revenir dessus, mais dans la mission Cassini-Huygens, donc c'est deux choses différentes. Vous aviez, Cassini, c'est le module, c'est la sonde qui volait, la sonde Cassini, et à son bord, alors en fait, elle avait Huygens qui était un atterrisseur. Enfin, Cassini et Huygens, c'est le nom à la base de deux astronomes de nationalités différentes. Cassini, je crois, il était italien, et Huygens, je me demande si c'est pas néerlandais. Donc je le prononce mal, mais bon, anyway. Bref, Cassini, c'était dans cette mission-là l'orbiteur, la sonde qui faisait des orbites,
la sonde qui tournait autour des autres corps. Et Huygens, c'est l'atterrisseur qui s'est posé sur Titan. Donc il en a parlé vite fait. Je sais pas s'il n'a pas trop montré les clichés. Il va peut-être le faire après, on remarque. Non, il n'a pas l'air de le faire après. Mais les clichés de la surface du Titan, c'est une dinguerie. Et ça reste les clichés les plus éloignés d'un corps du système solaire qu'on ait en fait. À ce jour, c'est les clichés de la surface d'un corps le plus éloigné qu'on ait du système solaire. C'est les clichés qu'a pris Huygens sur Titan. C'est un record. Hein. C'est un record du paysage, on va dire, on peut dire ça. C'est le paysage extraterrestre. C'est la photo du paysage extraterrestre le plus éloigné qu'on ait. Voilà. Voilà pour le dire autrement, quoi. Donc c'est le fameux module Huygens qui a atterri sur la surface et qui a pu prendre une photo. Je dis vieille parce que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous, mais en tout cas, ça a été un beau cliché symbolique en tout cas. Même si ça nous a apporté quelques infos scientifiques au passage. Et la sonde Cassini a pu aussi, en se rapprochant de Titan, cartographier la surface et grâce à ça, on a pu se rendre compte de la présence de lacs d'hydrocarbures justement, comme le dit Jampolus dans le chat, et caractériser aussi l'atmosphère et mesurer entre autres sa composition qui est principalement faite d'azote et de méthane. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Donc là, on a parlé de Titan et aussi la sonde Cassini a pu mesurer, enfin pu évaluer le fait que Titan avait un océan d'eau liquide sous sa surface. Même si alors, contrairement aux lunes glacées, Titan n'a pas une surface de glace, hein, c'est une surface de terre, une surface rocheuse on va dire, mais sous cette surface rocheuse, vous avez de l'océan, enfin une couche d'eau qui est présente, quoi. Et même, alors il faut voir qu'est-ce qu'ils disent, high pressure, oui, et même en dessous de cet océan, vous avez également une couche de glace. Lors des différents survols par la sonde Cassini. Et à partir de cette mesure précise, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des très fortes marées, fluctuations associées à des marées de Saturne, qui indiquaient la présence d'une couche liquide en profondeur. À partir de l'amplitude de ces marées, que l'on quantifie généralement avec une quantité qu'on appelle le nombre de Love K2. Le nombre de Love K2 à droite. Ce nombre de Love relativement important dans le cas de Titan, qui est à peu près 2 fois plus grand. Parce qu'en fait, c'est H, K et L, les 3 paramètres de Love. Mais donc là, K2, c'est le K petit 2, donc c'est le paramètre K seulement qui est... Vous le savez maintenant, vous avez compris. Tidal Love, c'est le... c'est le nombre de Love des marées, quoi. C'est l'amour des marées. Le spam de cœur, on va plus rien voir, ça va être trop marrant. Que ce qui est mesuré sur Terre suggère qu'il y a une couche d'eau liquide en profondeur. Et à partir de la mesure de cette quantité, on peut estimer que cette couche d'eau liquide devrait être entre 50 et 100 km sous la surface de Titan. Et la densité qui est estimée suggère que l'océan serait entre modérément salé jusqu'à très salé. La plus grande surprise. Voilà, comme quoi, vous voyez, le nombre de Love a servi dans le cadre de la mission Cassini on peut retenir ça. Grâce au nombre de Love K, on a pu avoir une idée de l'existence de ces fameux océans d'eau liquide sous la surface de Titan. C'est un truc de fou. Hein. De la mission Cassini fut la découverte d'éruptions au niveau de la petite lune Encelade, qui avait déjà intrigué les scientifiques au moment de l'époque de Voyager, mais pour la première fois, on a pu observer des éruptions en direct sur un objet glacé du système solaire. Et on a pu identifier que les différentes sources de vapeur d'eau et de grains de glace qui ont pu être observés par Cassini provenaient tous d'une zone très particulière au niveau du pôle sud d'Encelade, le long de 3-4 grandes structures tectoniques, dont vous pouvez voir une image en bas à gauche. On a pu identifier que l'ensemble de ces sources de jets de matière, de grains de glace et de vapeur provenaient d'anomalies thermiques qui sont localisées le long de ces grandes structures, suggérant potentiellement la présence d'eau liquide à proximité de la surface.
En effectuant des survols proches C'est un truc de fou, du ça. pôle sud d'Encelade, Cassini était en mesure d'analyser directement la matière qui est émise lors de ces éruptions. Elle a permis d'identifier que les grains de glace contenaient notamment des sels et certains d'entre eux des molécules organiques relativement complexes. On a pu également identifier dans la phase vapeur différents fragments organiques qui suggèrent que potentiellement on pourrait avoir des molécules relativement complexes à l'intérieur d'Encelade. Ces jets, on sait désormais qu'ils proviennent directement d'un réservoir d'eau salée et potentiellement directement de l'océan d'eau salée, ce qui fait que cette mesure réalisée par Cassini constitue le premier échantillonnage de matière provenant d'un océan extraterrestre. L'ensemble des données... Waouh, vous avez vu l'info qui glisse comme ça? Tout le monde s'en fout, mais c'est incroyable. Première fois qu'on a mesuré à l'époque de la matière, pas seulement de l'eau, mais même de la matière organique qui provient d'un fucking océan sous une surface. Et l'océan, c'est de l'eau extraterrestre. Vous vous rendez compte? De l'eau extraterrestre mesurée, et pas mesurée n'importe comment, grâce à une sonde qui s'est rapprochée et qui a traversé justement ces fameux geysers, quoi. C'est un truc de fou. Se dire que de l'eau extraterrestre contenant de la matière organique, une info très lointaine, ouais. Très lointaine, far away. Et donc c'est un truc de... C'est vraiment ouf, quoi. Mission Cassini, banger dans l'histoire de l'exploration spatiale, avec rien que voilà, l'étude de Titan et d'Encelade fait, je trouve, de cette mission une quantité, on va dire une avancée dans la compréhension du système de Saturne qui est vraiment non négligeable, quoi. Et voilà. Donc si vous voulez retenir un peu un truc sur Encelade, qui est du coup une des lunes de Saturne, c'est qu'elle ressemble quand même pas mal à Europe dans sa manière de fonctionner au niveau tectonique, au niveau géologique, avec cette couche de glace en surface et ces émissions d'eau via les geysers, le cryovolcanisme. Alors aux États aussi banger de ouf, ouais. Provenant d'un océan extraterrestre. L'ensemble des données qui ont été récoltées par Cassini, notamment les données de géophysique, nous ont permis d'avoir une vision globale de l'intérieur d'Encelade et notamment nous a permis d'apporter des contraintes relativement précises sur la profondeur de l'océan et l'épaisseur de la couche de glace. On a pu notamment mettre en évidence qu'au niveau de ce pôle sud qui est très actif, on a une couche de glace qui pourrait être très fine, potentiellement moins de 5 km, et qui suggère qu'on a un contact direct entre les jets de matière et cet océan. Cette forte activité qu'on observe au niveau du pôle sud d'Encelade et cet amincissement de cette couche de glace serait associé à une activité hydrothermale en profondeur qui se produirait au sein d'un noyau poreux qui serait soumis à des forces de marée très intenses, et ce qui entraîne un échauffement de cette eau et entraîne des remontées d'eau chaude qui vont principalement se localiser au niveau des pôles et qui expliquerait cette concentration d'énergie au niveau du pôle sud d'Encelade. Ah, ça, je savais pas. Bon, là, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Là, si vous avez décroché, je vous en veux pas. Là, il explique juste la raison pour laquelle on a une concentration de geysers d'eau au niveau des pôles. Ça serait lié, on va dire, aux effets de marée qui sont générés par l'effet de Jupiter sur Encelade, oui c'est ça, de Saturne pardon, sur Encelade, qui créerait justement des contraintes, enfin tout un tas de forces, de forces de pression, mais tout un tas de modifications en tout cas à l'intérieur du corps et entraînant cette dynamique très particulière de mouvement d'eau plutôt orienté vers les pôles, quoi. Bon, c'est technique, hein, comme explication, mais c'est intéressant comment en fait on arrive à comprendre, on va dire, la dynamique d'un corps comme celui d'Encelade à partir de son environnement, qui est, je le rappelle, l'environnement de Saturne, quoi. Saturne quand même est un corps très très lourd, hein. Je veux dire, c'est pas aussi massif que Jupiter, bien sûr, mais suffisamment massif en tout cas pour avoir des effets gravitationnels, un effet gravitationnel non négligeable sur ces lunes. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas un peu la même... si on peut pas appliquer la même explication un peu par rapport à Europe, le lien entre Europe et Jupiter, mais peut-être pas. Mais ouais, c'est...
Je trouve que c'est assez élégant de voir comment, avec des explications relativement simples, tu arrives à comprendre le fonctionnement global, on va dire, d'un corps et le montrer comment il est vivant quelque part. Tu vois, on n'est pas face à des corps qui sont juste comme ça, qui restent tels qu'ils sont. Parce que tu vois, contrairement à certains corps du système solaire qu'on peut trouver moins intéressants, un peu comme notre Lune typiquement, bon, c'est pas que la Lune n'est pas intéressante, mais je trouve que notre Lune ou même Mars, tu vois, c'est des corps sur le plan géologique un peu moins trépidants que ce que peut faire des lunes glacées qui sont soumises aux effets de marée, aux effets gravitationnels de leurs géantes. Et ça, c'est vraiment, je trouve que ça rajoute encore plus de valeur d'étudier ces lunes si particulières, puisqu'elles se trouvent dans un environnement qui leur donne une certaine vie, quoi. Je veux dire, s'il n'y avait pas Jupiter ni Saturne pour leur effet gravitationnel, bah, ces lunes, elles seraient probablement pas aussi actives. Elles n'auraient probablement pas cette énergie, cette augmentation de température à l'intérieur. Donc c'est ça. Ouais, Io en particulier avec ses volcans formidables à cause de l'effet de marée dévastateur de Jupiter dessus, c'est un truc de fou. Et, euh, et c'est triste à dire, hein, mais c'est vrai qu'à côté, notre lune, elle fait peine à voir, hein. Notre lune qu'on a, qui est ok, c'est peut-être la nôtre, faut la chérir, on peut être chauvin et apprécier notre lune, mais à côté, on s'emmerde, quoi. C'est un peu. Bon, elle est cratérisée, t'as des cratères qui sont là depuis des millions, voire des milliards d'années, t'es en mode bon. C'est tout. T'as pas autre chose à montrer, je sais pas, tu veux pas faire un petit séisme là? Non, t'es mort. Bon bah t'es mort, hein. Salut, comme on dit. Salut mon pote. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Et même Triton avec Neptune. Ouais, je connais beaucoup moins les lunes des autres gazeuses là, de Neptune et Uranus pour le coup, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des, comme tu dis, j'aime Pollux, des lunes aussi très intéressantes à étudier, finalement. Énergie au niveau du pôle sud d'Encelade. Après 20 ans d'exploration du système de Jupiter et Saturne par les missions Galileo et les missions Cassini-Huygens, on a désormais des preuves qu'il existe de l'eau liquide, un océan global dans au moins 5 de ces lunes. La diversité des différents corps glacés dans le système solaire nous indique que potentiellement au moins une dizaine d'autres corps pourraient avoir un océan en profondeur. Pour le moment, on n'a pas de preuves directes, pas de mesures directes, mais les futures explorations, notamment des lunes d'Uranus, de Neptune, pourraient également nous révéler l'existence d'eau salée à l'intérieur de ces différents objets. Je fais une mini pause sur l'infographie. Je n'avais pas remarqué, mais là, vous avez les tailles des corps, les uns par rapport aux autres. Je pense que c'est à l'échelle les uns par rapport aux autres. Et en fait, je me rendais pas compte, mais Encelade, c'est vraiment petit par rapport à Europe. Donc, en fait, comparer les deux corps, c'est un peu... c'est pas tout à fait pas tout à fait les mêmes échelles, pas tout à fait le même dynamisme, mais ok. En plus, là, ils ont affiché... Je crois que je me demande si en bleu, ils n'ont pas essayé de représenter la... Ah non, il a juste entouré les corps, je crois. Il n'a pas représenté les couches de glace, en fait. Je sais pas. Non, je crois que c'est juste pour entourer en bleu les corps pour lesquels on sait qu'il y a un océan d'eau liquide sous la surface. Ils disaient 5 corps, parce que on le répète, si on fait un mini résumé de ce slide, si on s'attarde sur les corps qui pourraient posséder de l'eau liquide sous leur surface, parce qu'on faut pas perdre de vue que l'objectif de Astrobioéducation, là, c'est de chercher là où on peut trouver de la vie dans le système solaire. Donc, t'es sûr que c'est à l'échelle? Maintenant, tu me mets un doute, mais je pense, ouais. Je pense qu'ils ont fait exprès. Pourquoi ils auraient mis certaines des lunes de Saturne hyper petites à ce moment-là? C'est pas écrit, mais bon. En tout cas, si on est à la recherche d'eau liquide dans le système solaire, bon, jusqu'à maintenant, on en avait du mal à en trouver. Mais il s'avère, heureux hasard, enfin, chance inouïe, on peut en trouver sous la surface des corps glacés qui ont été identifiés à la fois du côté de Saturne mais aussi de Jupiter. Donc Jupiter, on a vu que parmi les 5 lunes galiléennes, donc Io, Europe, Ganymède et Callisto, il y en avait 3. Les 4, pardon. Excusez-moi, les 4 lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, il y en avait 3 qui possédaient un océan d'eau liquide
sous la surface. Donc Europe, Ganymède et Callisto. Avec Europe qui a cette dynamique de cryovolcanisme qui s'apparente à celui d'Encelade. Et justement, en parlant d'Encelade, si on regarde du côté de Saturne plutôt, on a pu voir grâce à la mission Cassini-Huygens qu'on a réussi à mettre en évidence de l'eau liquide aussi sous la surface de Titan et d'Encelade. Donc ce qui fait 2 autres corps, si vous voulez, qu'on range pas dans les glacés, mais qu'on range dans les corps intéressants à étudier pour des raisons exobiologiques, c'est-à-dire chercher éventuellement des formes de vie qui pourraient exister en dehors de la Terre. Et donc voilà. Et au-delà de l'intérêt pour chercher des formes de vie, ça reste des corps qui sont, d'un point de vue planétologique, uniques en leur genre et très intéressants à étudier en soi. Ne serait-ce que par leur dynamique particulière, leur tectonique, leur géologie. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu là aussi où je veux en venir, c'est que il ne faut pas être motivé que par la recherche d'extraterrestres, mais aussi considérer que ces corps en eux-mêmes sont une riche source d'informations scientifiques en planétologie qui méritent à eux-mêmes d'être explorés, quoi. Concernant le potentiel exobiologique de ces différents objets, il est encore trop tôt pour pouvoir conclure. Il nous manque beaucoup d'éléments, notamment des éléments précis sur la composition de ces océans. À part Encelade, sur lequel on a des premiers indices sur la composition des océans, pour les autres objets dont je vous ai parlé, on n'a aucune information concernant la composition des océans. Une des motivations de cette prochaine vague d'exploration des mondes océans, qui débutera à partir de 2030, est de nous apporter des éléments concrets sur la composition de ces océans et sur les échanges entre l'océan et la surface, sur laquelle, potentiellement dans le futur, on pourra aller collecter des matériaux qui nous donneront directement des informations sur l'environnement subglaciaire de ces océans. Intérieur, ouais, c'est ça. Let's go! C'était trop bien! J'adore l'exobio, j'adore les extraterrestres. Il y a des extraterrestres dans le chat un petit peu. C'était cool, il était très fluide, très compréhensible, notre ami Toby Gabriel qui nous a fait un super exposé sur, je le rappelle, les lunes de Saturne et de Jupiter explorées à la fois par les missions Cassini-Huygens et Galileo et Voyager. Il a fait un bon tour d'horizon, sans mauvais jeu de mots avec la mission Horizon bien sûr, mais il a fait quand même un bon speech pour donner les grandes lignes qui caractérisent ces fameux corps, ces mondes océans comme ils les appellent, et qui sont très intéressants. Encore une fois, je me répète, mais intéressants à la fois pour évidemment le fait qu'elles aient de l'eau sous leur surface et donc potentiellement abriter la vie, mais juste intéressant aussi pour leur fonctionnement et leur particularité planétologique.